Alors oui, on va complètement changer de sujet, puisque le manuscrit dont il va être question dans cette communication n'est pas un cartulaire. Et alors, j'ai appelé ça manuscrit perdu, il n'était pas complètement perdu, puisque si on l'a retrouvé, c'est qu'il y avait quelqu'un qui savait où il était. En tout état de cause, il n'est pas très connu, et surtout, son attribution à Locmaria n'avait jamais été jusque-là vraiment confirmée. Donc, je ne vais pas refaire la généalogie de cette communication que Julien Bachelier a rappelé tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que j'avais effectivement vu qu'il y avait eu un signalement fait par Jean-Luc Defic en 2006 de ce manuscrit, un manuscrit de bête d'une abbaye bretonne oubliée, Locmaria de Quimper, donc 2004, pardon. Et donc quand je dis qu'il était perdu, c'est déjà depuis 2004, il avait déjà été repéré par Jean-Luc Defic, hein, donc perdu avec des guillemets, j'aurais peut-être dû mettre ça. Et puis, dans le cadre de la journée d'études de l'année dernière, on n'avait pas pu faire l'étude de ce manuscrit, et puis son intérêt intrinsèque par rapport au sujet n'était pas établi. Mais là, grâce au soutien effectivement de la médiathèque, j'ai pu aller étudier, le voir, et essayer de voir si effectivement on pouvait bien confirmer l'attribution à Locmaria, d'une part, et d'autre part, qu'est-ce qu'on pouvait tirer de ce manuscrit sur la vie intellectuelle en Cornouailles au XIe, XIIe siècle. Sachant que donc vous avez ici donc la petite note que Jean-Luc Defic avait publiée, et en regard ce qui est en ligne, donc encore une fois perdu, tout est relatif puisque c'est absolument disponible sur internet que ce manuscrit existe, hein. Donc l'attribution à Locmaria, pourquoi? C'était le premier point, je dirais. Pourquoi Locmaria? On a cette mention de provenance au dernier feuillet du manuscrit, Liber Sancte Mariae Sancti Loci. Et je dirais que cette mention, c'est à la fois l'argument principal et l'argument massu pour attribuer, par ceux qui l'ont édité avant, qui restent anonymes à mes yeux, mais enfin en tout cas, c'est probablement sur cette unique mention qu'ils se sont appuyés pour dire que le manuscrit était de Locmaria. Notamment pour le propriétaire actuel du manuscrit, hein, Martin Skøyen, qui est donc le fondateur de la fondation qui porte son nom et qui est un grand collectionneur, et qui m'a reçu hein, dans son domicile, alors qu'il n'était pas à Oslo même, effectivement, mais en grande banlieue d'Oslo, ce qui a occasionné un petit périple dans la neige au mois d'avril, je ne l'avais pas anticipé. Mais il m'a très, très sympathiquement accueilli, et il ne comprenait pas pourquoi j'avais besoin de le voir pour confirmer une attribution à Locmaria. Pour l'anecdote, nous avons eu un petit dialogue où j'essaie de lui dire que oui, bah peut-être. Il me dit, mais bien sûr qu'il est de Locmaria, c'est écrit dessus, les moines ne mentent pas. Alors je lui laisse la paternité de ce propos. Toujours est-il que c'est, en tout cas pour lui, c'est cette mention qui emporte le fait que le manuscrit est bien de Locmaria. Alors de Locmaria, il faudrait bien s'entendre, c'est écrit à Locmaria ou qui a été possédé par Locmaria. La mention de provenance montre qu'il a été possédé par cet établissement-là, mais ça n'importe pas forcément qu'il ait été écrit là. Alors toutefois, la terminologie connue pour désigner ce monastère de Locmaria, dont les contours institutionnels sont déjà un peu flous, ne correspondent pas à cette terminologie utilisée là de Sancte Mariae Sancti Loci. Puisqu'on trouve dans la pancarte de Locmaria donc, les termes suivants pour désigner le monastère: Sancta Maria in Aquilonia Civitate, hein, donc au XIe siècle, on en parle sous ces termes-là. Terme qu'on retrouve encore en 1124 dans l'acte de l'évêque Robert, de l'évêque de Quimper, Robert, qui fait donation de cet établissement à l'abbaye Saint-Sulpice. Donc elle devient à ce moment-là un prieuré dépendant de l'abbaye de Saint-Sulpice, avec l'ajout de qui Britannique Locmaria vocatur, c'est-à-dire qui en breton est appelé Locmaria. Et cette même mention de Sancta Maria in Aquilonia est utilisée encore en 1172 dans un acte transcrivant la donation d'un privilège par Henri II Plantagenet au monastère de Locmaria. On trouve encore une fois cette mention de Sancta Maria in Aquilonia, et absolument rien de locus. Le terme locus marié est en revanche utilisé en 1152 dans une charte de l'évêque de Quimper, Raoul, et à la fin du XIIe siècle, autour de 1200, on trouve la mention locus sancte Mariae dans les bornages des droits entre l'évêque et la comtesse de Quimper. Donc,
une apparition tardive du terme locus sanctae Mariae et jamais sanctus locus sanctae Mariae, hein, si on veut jouer sur les mots. Donc, en tout état de cause, quand vous avez un lieu qui s'appelle locus sanctae Mariae, sans autre indication, j'aime autant vous dire que ce manuscrit peut venir de n'importe où, parce que locus sanctae Mariae, il y en a, si vous tapez, je vous ferai l'expérience chez vous, tapez ça dans Google, vous allez en voir des pelletés qui ne sont pas en Bretagne, qui ne sont pas en France, qui sont dans tout l'Occident chrétien. Donc, je veux bien que le manuscrit soit de Locmaria, mais il va falloir mobiliser un certain nombre d'autres éléments pour le prouver. Alors, un autre élément qui se trouve dans le manuscrit, c'est cette petite mention qui n'a l'air de rien, mais qui est en français, et qui est précisément datée et signée de 1569 d'un A. Villan, si vous voyez en dessous, qui ne dit rien de particulier, c'est juste une petite phrase de dévotion, mais disons qu'elle oriente le possesseur de ce manuscrit au XVIe siècle, comme étant probablement en France, ou en domaine français en tout cas. Mais l'hypothèse la plus vraisemblable est malgré tout que ce soit en France. Alors, le manuscrit a pu changer, bien sûr, de possesseur entre-temps. Toujours est-il que ça le rattache plutôt à une zone d'expression française. Le troisième élément qu'on peut mobiliser, ce sont un certain nombre de marqueurs matériels et paléographiques pour essayer de voir où il aurait pu être confectionné. Et là, il est clair qu'il y a des marques d'insularité très nombreux et concordants au sein de ce manuscrit. Je vais un peu les passer en revue. Déjà, le parchemin. J'en ai parlé pour le manuscrit de Sainte-Croix-de-Quimperlé en vous expliquant un peu le parchemin insulaire. Et là, on trouve le même type de parchemin, un peu moins marqué qu'un Quimperlé, malgré tout, mais ça reste très nettement du parchemin insulaire. Donc, ça nous ancre un petit peu dans une zone géographique, malgré tout. Deuxième point, l'écriture elle-même. Elle est assez différente de celle qu'on a vue jusqu'à présent. Malgré tout, on ne peut pas la caractériser comme étant une écriture insulaire typique. Elle a quelques traits, si on regarde bien, mais ce n'est pas une écriture qu'on peut utiliser, qu'on peut vraiment qualifier d'insulaire. D'autant qu'en fait, on trouve c'est le même scribe malgré tout qui a fait l'ensemble du manuscrit, mais il a trois écritures différentes, celle du corps du texte, celle qu'il utilise pour retranscrire les citations de l'Évangile, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est un manuscrit qui comporte un commentaire de l'Évangile de Bède le Vénérable. Donc vous avez à la fois un passage de l'Évangile et puis après son commentaire par Bède. Vous voyez ici, là, les deux systèmes d'écriture, une petite écriture et une écriture plus grosse ici. Et puis, parfois, quand il oublie des passages ou qu'il veut faire une note, il écrit de façon beaucoup plus cursive dans la marge. Et là, c'est encore un troisième type d'écriture, et c'est sans doute ce troisième type d'écriture, celui la plus rapide, qui est la plus insulaire des trois. Mais au-delà de l'écriture elle-même, il y a quand même un certain nombre d'éléments à relever, notamment ce qu'on appelle les dithographies, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une confusion dans l'utilisation des doubles syllabes, notamment du S. Vous voyez le premier exemple, c'est le premier mot du manuscrit, inexpositionné, il y a deux S, alors qu'en latin classique, expositionné ne prend qu'un S. Et ça, le fait de redoubler des consonnes, ou au contraire d'utiliser une seule consonne quand elles sont normalement redoublées en latin classique, ça c'est un fort marqueur d'insularité et d'influence irlandaise notamment. En latin hispérique, c'est quelque chose d'assez établi. Et pour le coup, ce manuscrit-là en est truffé. Il y a vraiment beaucoup. J'ai mis que quelques exemples. Vous avez in remissione, on n'a qu'un seul S, alors qu'en latin classique, remissione avec deux S. Vous avez visionné pour visionner, etc. etc. Isaïa, pour Isaïe, le nom du prophète. Ça se retrouve très souvent. Deuxième élément, le H interlinéaire. Vous voyez parfois un H qui passe au-dessus de la ligne et qui est mis un peu au-dessus de la lettre, au-dessus d'une lettre. Alors on a soit en première position, le H qui passe au-dessus pour Élie, ou le H dans Thésaurus, le deuxième exemple, le H qui normalement suit le T se retrouve au-dessus, Philippus, le H passe au-dessus, etc. Ça aussi, on le retrouve en France continentale, mais c'est aussi considéré comme un marqueur d'influence irlandaise. On en trouve d'ailleurs deux exemples dans le cartulaire de Landévennec lui-même. Et ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est on en trouve beaucoup d'exemples aussi, donc beaucoup plus que dans le cartulaire de Landévennec, mais
Il est utilisé surtout dans des mots grecs, d'origine grecque, comme thésaurus, philippus, etc. Mais aussi dans des mots d'origine étrangère, vous voyez, Eli ou israélitico, d'origine hébraïque. Donc c'est utilisé comme un marqueur d'exotisme, en quelque sorte. Et c'est surtout pas utilisé dans son utilisation première, qui était comme l'esprit rude en grec, de créer une aspiration. Là, vous voyez, c'est même utilisé en association avec une consonne. Enfin, le système abréviatif aussi est assez marqué par des pratiques insulaires, notamment sur le premier exemple que vous avez là, en fin de ligne, vous avez R et un L qui sont avec un L barré. Ça, c'est une abréviation typiquement insulaire pour reliquendum ut reliquenda, c'est-à-dire et le reste. En fait, c'est un signe d'abréviation, ce que nous, en France, que dans les autres manuscrits, j'ai consulté beaucoup de manuscrits de Bède pour préparer cette communication, et quand il y a une suspension de la citation du manuscrit, de l'évangile, pardon, c'est toujours etc., hein, comme nous on utilise encore etc. Et là, c'est et reliquenda avec ce système abréviatif-là. Vous avez d'autres exemples en dessous, sur Aotem et sur Sikut, qui sont aussi considérés comme des abréviations typiquement insulaires. Et le dernier exemple, vous voyez le mot sacramenta avec ces deux petites antennes au-dessus du C. Ça, pour le coup, c'est une abréviation que j'ai jamais vue nulle part et que je n'ai pas vu documentée dans les dictionnaires d'abréviation. Donc ça, c'est une abréviation typique de ce scribe-là. C'est-à-dire les deux lettres RA qui sont passées au-dessus, et il l'utilise très souvent également. Donc, si je résume, nous avons un manuscrit qui, au XVIe siècle, était probablement en France, qui est très marqué par des influences insulaires plutôt tardives, puisque le manuscrit est probablement postérieur à 1050, je reviendrai sur la datation, mais voilà, donc des traces d'influences insulaires tardives, dont on a des traces en Bretagne, évidemment, pour les mêmes époques, et dans un lieu qui est dédié à Sainte Marie. Je dirais donc que la conclusion, c'est que l'hypothèse la plus probable, c'est malgré tout qu'il soit bien de Locmaria, hein, et que si on suit la bonne méthode scientifique qui consiste à faire une hypothèse et à faire après des observations pour voir si elles sont fausses, aucune de ces observations ne prouve que cette hypothèse est fausse, donc c'est qu'elle est vraie jusqu'à ce qu'on prouve qu'elle soit fausse. Voilà, donc jusqu'à présent, on va dire que ce manuscrit est bien de Locmaria. Alors quand j'ai dit de Locmaria, il a appartenu à Locmaria. A-t-il été écrit à Locmaria? Je ne sais pas. A-t-il été rédigé à Landévennec parce qu'on sait qu'il y avait un scriptorium très actif à Landévennec encore au XIe siècle, mais est-ce que ce ne serait pas prêté qu'aux riches en fait, de faire cette hypothèse-là, alors qu'il n'y a pas grand-chose finalement qui rapporte, à part le H interlinéaire, qui est quand même un élément très, très ténu. Voilà. A-t-il été acheté par Locmaria à des contacts insulaires en Irlande? En Irlande, on verra, c'est peu probable, mais je ne sais pas. En tout cas, il a probablement bien appartenu à Locmaria, et à Locmaria très peu de temps après sa rédaction. Je veux dire, il a peut-être été même commandé par Locmaria directement, ou écrit à Locmaria, je ne sais pas. Mais comme on n'a aucun autre exemple de manuscrit écrit à Locmaria, il est difficile de faire des comparaisons qui permettraient de le savoir de façon péremptoire. Alors, sur la datation, quand même, les éléments paléographiques, et pour cette même raison qu'on manque d'éléments de comparaison, c'est difficile d'avoir une idée très précise de sa datation. Il y a certains éléments qui l'inscrivent plutôt dans la fin du XIe siècle, d'autres éléments qui seraient plutôt au début du XIIe siècle. Donc moi, je serais prudemment pour dire autour de 1100. Comme ça, on ne se mouille pas trop. Et si je veux donner une fourchette un peu large, entre 1050 et 1150. Mais je trouve qu'autour de 1100, mon opinion personnelle, mais un peu au jugé, je dirais, serait dans les premières décennies du XIIe, mais voilà, ça pourrait être plus... ça manque d'éléments pour vraiment, prouver ça de façon formelle. Alors si on en vient maintenant au contenu de ce manuscrit, c'est donc une copie du commentaire sur l'évangile de Marc de Bède le Vénérable. Alors, Bède, qui est-il déjà? Eh bien, c'est un moine de Northumbrie, donc un royaume d'Angleterre, qui n'était pas l'Angleterre à l'époque précisément, mais qui se situe au nord de l'Angleterre actuelle, au sud de l'Écosse, qui est mort en 735 et qui est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Monsieur Lebec, vous avez participé, vous avez organisé un colloque il y a quelques années sur Bède le Vénérable et sa tradition, donc ouvrage de référence sur le travail de Bède.
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit des ouvrages vraiment sur un peu tous les sujets. Des ouvrages scientifiques, des ouvrages de compute, notamment, hein, sur comment on calcule le temps, le calendrier, etc. Sur l'orthographe, des textes aussi hagiographiques, notamment une vie de Saint-Cuthbert, des œuvres exégétiques, donc de commentaires, ici on a le cas, des homélies, et aussi, il est surtout connu pour ça, des œuvres historiques. C'est lui l'auteur de l'histoire ecclésiastique du peuple anglais, qui est la première grande histoire de l'Angleterre médiévale des Dark Ages, donc une source vraiment très importante pour l'histoire anglaise. La plupart de ces œuvres ont connu une très grande diffusion, puisque selon la base de données FAMA tenue par l'Institut de recherche et d'histoire des textes, on a à peu près 32 manuscrits connus pour son œuvre la moins diffusée, qui serait un commentaire sur les prophètes Esdras et Néhémie. Et par contre, son best-seller absolu, c'est son traité de compute, qui a, pour le moment, on a répertorié 245 manuscrits conservés encore aujourd'hui. Et 245, c'est vraiment beaucoup, sachant que quand une œuvre médiévale beaucoup diffusée, autour de 40-50 manuscrits, on est déjà sur une œuvre beaucoup diffusée. Hein. Donc là, 245, vous imaginez, quand je parle de best-seller, je pèse mes mots. Hein. J'ai fait une petite moyenne, toutes ces œuvres sont en moyenne diffusées à 80, pour ce qui est conservé aujourd'hui, 89 manuscrits. Donc c'est quand même un auteur qui est très diffusé. Ce qui est intéressant aussi, c'est la répartition dans le temps de la copie de ces œuvres. Vous avez, vous voyez, une grosse phase au IXe siècle, donc assez peu de temps après sa mort, de diffusion de ses œuvres. Ça se tasse un peu. C'est la période aussi des Red Vikings, avec sans doute la disparition d'un grand nombre de manuscrits qui étaient produits en Angleterre. Comme disait M. Lebec, ils s'en sont pris beaucoup, beaucoup plus que le continent. Et donc, notamment, la plupart des traditions locales de Bède ont disparu à ce moment-là. Et c'est vraiment sur le continent que que se répand l'œuvre de Bède. Mais le siècle qui a la plus grande diffusion de l'ensemble des œuvres, c'est le XIIe. Vous le voyez ici. En Bretagne, Bède est connu, mais pas tant que ça. Selon la base de données Ircabrit dont Julien parlait tout à l'heure, on a 4 manuscrits qui sont certainement écrits en Bretagne qui contiennent des œuvres de Bède, hein, mais aucun ne contient des éléments exégétiques, des œuvres exégétiques, c'est plus des œuvres scientifiques. Et vous voyez, c'est plutôt période ancienne, hein, 10e, 9e siècle, un peu 11e siècle. Le commentaire sur l'évangile de Marc lui-même est connu par 95 manuscrits, je dis plus 1 parce que celui manuscrit d'Oslo n'était pas répertorié dans la liste qui en avait été faite en 1943, donc 95 plus 1, et sans doute d'autres hein, qui ne sont pas encore connus. La répartition dans le temps est très conforme à celle des œuvres de Bède de façon générale, vous voyez, avec un gros pic de copies au XIIe siècle, et évidemment c'est le seul manuscrit connu pour la Bretagne. Si je veux faire un tout petit point sur la diffusion chronologique, je vais juste vous montrer rapidement une petite carte où on voit que les manuscrits du 9e siècle du commentaire de Marc se répartissent en 3 foyers, sont connus dans 3 foyers, un peu sur la façade maritime de l'Europe du Nord, un peu dans le centre de l'Europe, sud de l'Allemagne, avec un centre notamment à Saint-Gall et Reichenau, où il y a plusieurs manuscrits qui sont conservés là-bas, et puis un petit peu en Italie. Si je rajoute les manuscrits connus au Xe siècle, on voit que ça reste dans une zone circonscrite. Au XIe, ça commence à se répandre un peu, et au XIIe, alors là, on en voit de plus en plus. Les différents pôles de diffusion finissent par se rejoindre, et surtout, ça revient en Angleterre, alors que vous voyez, il n'y avait pas de manuscrits connus en Angleterre avant le XIIe siècle. Et à partir du XIIIe siècle, on connaît une plus grande diffusion. Et si je rajoute les exemplaires connus dans des catalogues de bibliothèques, on voit que c'est une œuvre qui a quand même beaucoup circulé et mais qui reste très, malgré tout, circonscrite sur le nord de la France, l'Angleterre et puis l'Allemagne, le sud de l'Allemagne, mais pas la région rhénane et pas la Lorraine. Je n'ai pas d'explication particulière. Alors, le dernier jeu auquel j'essaie de me prêter, c'est quelle source a été utilisée pour le copiste de ce manuscrit? Est-ce qu'on peut le rattacher à une tradition donnée? C'est assez difficile à établir parce que, d'une part, parce que ce manuscrit-là apparaît comme étant très isolé dans sa conception. D'une part, il est quasi un des seuls à être divisé en livres. Le commentaire lui-même est divisé en 4 livres, et il n'y a que 2 autres manuscrits
en tout cas 2 autres manuscrits que j'ai trouvés qui ont cette division en livres, qui est un manuscrit de Saint-Hubert en Ardennes du IXe siècle et un manuscrit du XIIe siècle du prieuré de Lantony à côté de Gloucester. Et tous les autres n'ont pas cette division en livres. Donc il est difficile à rattacher ne serait-ce que pour ça. Et puis, rattacher un manuscrit à une tradition, ça veut dire pouvoir comparer les variantes, déjà les repérer, et les comparer d'un manuscrit à un autre. Donc ça veut dire voir énormément de manuscrits, je vous ai dit 95 manuscrits en tout. Il est évident que c'est impossible de faire la collation du texte entier de 95 manuscrits, donc il faut faire des sondages, et il faut faire un échantillonnage, et les manuscrits étant répartis un peu dans toute l'Europe, il était bien évident que je n'allais pas faire le tour de l'Europe pour voir ça. Donc, on va dire que l'échantillonnage a été fait par ceux qui étaient numérisés. Hein. C'est un échantillonnage très scientifique, mais qui a le mérite d'exister. Et donc, j'ai pu voir une quinzaine de manuscrits et comparer les versions. Et donc, on arrive à cette proposition simplifiée de ce qu'on appelle le stemma, c'est-à-dire l'arbre généalogique des copies du commentaire de Marc. Que je vais vous commenter. Donc, par convention, on appelle toujours l'original ou le manuscrit d'auteur Oméga, et tous les manuscrits non connus, mais dont on suspecte l'existence parce qu'en recroisant les variantes par des lettres grecques, et les manuscrits qui sont connus par des lettres d'alphabet latin. Donc, assez vite, en fait, après le manuscrit Oméga, on a 2 branches qui se dessinent assez rapidement, la branche alpha et la branche bêta. La branche bêta est intéressante parce qu'en fait, c'est la branche qui va se répandre le plus en France actuelle et en Belgique. Et notamment, donc la sous-branche LN, qui correspond à 2 manuscrits qui viennent de Laon, donc du nord de la France. Et puis surtout, cette branche VYZB, le manuscrit Z, c'est un manuscrit de Jumièges qui va lui-même être le modèle du manuscrit A, qui est le manuscrit du Mont-Saint-Michel. C'est vraiment ce modèle-là qui se répand en France. Et vous voyez que notre manuscrit, le nôtre, c'est celui qui est siglé SCH. Il est très loin. Donc ce n'est pas un modèle français qui a servi, en tout cas ce n'est pas le modèle dominant qui a circulé en France qui a été utilisé comme modèle pour ce manuscrit-là. Vous voyez que sur ce schéma-là, le manuscrit qui est le plus proche de celui-ci, du manuscrit d'Oslo, c'est le manuscrit P, donc celui de Saint-Hubert en Ardennes. Voilà, je n'ai pas d'explication particulière. Sinon que le manuscrit Epsilon, donc manuscrit que je n'ai pas identifié, mais dont je suppose l'existence, qui a servi de modèle aux 2, parce que les différences de variantes montrent que le manuscrit d'Oslo n'est pas pris sur le manuscrit P. Ce modèle Epsilon a probablement circulé aussi dans les îles, puisque les marques insulaires du manuscrit d'Oslo montrent qu'il a probablement circulé dans les îles britanniques, probablement plus en Angleterre qu'en Irlande, vu que presque aucun manuscrit de Bède n'est connu en Irlande, à part un exemplaire de l'histoire ecclésiastique du peuple anglais. J'aurais bien... J'en avais parlé avec Julien presque en direct, mais le manuscrit de Lantony, du prieuré de Lantony à côté de Gloucester, à la frontière du Pays de Galles, je l'aurais bien vu comme chaînon manquant. Malheureusement, j'ai pu trouver un microfilm pour le consulter, mais il présente des variantes qui lui sont propres et qui le rendent vraiment très difficile à rattacher à une tradition particulière. En tout état de cause, il n'a pas servi de modèle, il n'est pas de la même famille que le manuscrit d'Oslo. Donc en l'état des sondages que j'ai pu faire, tout ce qu'on peut dire, c'est que le manuscrit source a probablement circulé dans les îles via un modèle réimporté en Angleterre depuis le continent et probablement le nord de la France, Belgique actuelle. Voilà, donc pour conclure, qu'est-ce que ça nous apprend ce manuscrit finalement ? Déjà, c'est qu'on avait une bibliothèque, voire un scriptorium à Locmaria vers 1100, ce qui n'est pas une donnée, hein, on en a parlé, donc c'est pas... Déjà, je dirais que c'est un premier point important. Et si je veux reprendre un peu des termes actuels, je dirais que la bibliothèque avait une politique d'acquisition qui était très à jour des tendances du moment, puisque on voit que c'est un manuscrit qui a été copié, celui-là a été copié au moment où l'œuvre connaissait son pic de diffusion. Donc c'est qu'on a copié une œuvre qui était en pleine diffusion. Mais ça prouve aussi qu'il y avait un foyer de maintien d'un certain nombre de pratiques insulaires, à la fois matérielles dans l'écriture, dans la confection du parchemin, ou alors que c'est le témoignage d'échanges culturels et intellectuels qui persistaient avec les îles britanniques. Et là, je pense, comme pour les raisons que j'ai déjà exposées, qu'on parle plus d'Angleterre que d'Irlande,
mais ça n'en reste pas moins intéressant sur la circulation des modèles. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire à ce stade sur ce manuscrit, qui mériterait sans doute des études approfondies avec d'autres spécialistes, notamment de linguistique, etc. Voilà, je vous remercie.